Euh, Bonsoir. Je n'étais pas au lancement la dernière fois, mais dès que chef est rentré à la maison, il m'a envoyé un message en me disant que nous avons été remerciés et on devrait être fier de savoir qu'il y a une continuité, il y a une relève du travail que nous avons initié. J'étais tenté de me réjouir, mais comme j'ai un mauvais esprit, je ne me suis pas beaucoup réjoui. Parce que chaque fois qu'une idée que vous portez triomphe ou donne l'impression de triompher, il faut commencer par s'inquiéter. Parce qu'il y a toujours un horizon de déception dans les idées qui se réalisent. D'où la nécessité de rappeler constamment les intentions originelles pour ne pas se perdre et pour que l'idée ne soit pas dépouillée de son contenu et de sa consistance. Au fond, au Cégep Garneau, nous sommes partis essentiellement d'un manque. Chef et moi et Michel Daïti, nous sommes arrivés dans le collège à peu près au même moment. Mais ce qu'il était loisible de constater dans les années 90 au Cégep, alors que beaucoup de nos collègues, en tout cas un certain nombre, allaient en Afrique dans le cadre de l'organisme qui s'appelait Garneau International, ou même en Haïti, on ne parlait presque jamais de l'Afrique ni d'Haïti à l'intérieur du collège. De là, on peut déjà percevoir le type de relation qui existe entre le Québec et nos pays. C'est comme ça, prenant conscience de ce manque-là, que je me suis adressé aux responsables de Garneau International à l'époque, Michel Leclerc, qui a travaillé 6 ans au Bénin, donc on peut considérer que c'est un Béninois. Je crois aussi qu'il a enseigné en Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible. Comment se fait-il qu'on va toujours en Afrique, ici, et il n'y a personne qui parle de l'Afrique? C'est comme si en réalité l'Afrique n'existait pas. C'est comme si on n'avait pas besoin de connaître nos pays, ni l'Afrique, ni Haïti, où les gens vont. Pourtant, nous sommes dans un établissement d'enseignement supérieur. Alors, Michel Leclerc m'a dit, tu as raison, on va prendre quelques initiatives. Il m'a suggéré d'aller au département de lettres et de parler aux professeurs et de leur demander s'ils pouvaient inscrire quelques romans africains ou antillais au programme, étant entendu que nous étions là et que nous pouvons leur donner un coup de main. Le premier contact que j'ai pris avec la responsable du département, elle m'a dit, le programme ne le permet pas. Alors, il faut prendre acte de ça. Je vais d'abord insister sur le fait que un des premiers obstacles que nous avons à surmonter au Québec, c'est des obstacles institutionnels. Mais nous n'avons pas seulement que des obstacles institutionnels à surmonter. Le tempérament de la personne qui dirige l'institution peut faire beaucoup la différence. Et en ce qui concerne le Cégep Garneau, nous pouvons en témoigner et j'en parlerai tout à l'heure. Finalement, nous avons commencé par faire une exposition
sur les proverbes du Bénin. Puis, après l'exposition, plus rien. Quelques années plus tard, relancer encore Michel Leclerc pour lui dire, écoute, l'exposition s'est déroulée et elle est sans lendemain. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? Jusqu'à ce que, et il faut rendre témoignage, un jeune homme qui était à l'université Laval, un Haïtien, Jean-Pierre Bégin, qui s'occupait du mois de l'histoire des Noirs, est entré en contact avec moi parce qu'il m'avait invité comme conférencier et il m'a dit, je pars de l'université et je suis sûr que personne ne prendra le relais à l'université Laval. Donc, il a demandé, est-ce que ça t'intéresse d'introduire l'activité au Cégep Garneau? C'est comme ça que l'activité a commencé. Il est important de faire remarquer que nous n'avons pas été les premiers. Mais ce que nous avons fait au Cégep Garneau, c'est nous qui avons inscrit la problématique des Noirs à Québec dans l'espace public. Et c'est nous qui l'avons inscrit, cette problématique-là, de façon critique. Cet élément de critique me paraît important. Je reviendrai également là-dessus. Je me souviens qu'à la première édition, j'ai appelé le journal Le Soleil. 5 fois, la personne qui était mon interlocutrice m'a raccroché au nez en me disant que le public et leurs lecteurs n'étaient pas intéressés par les problèmes que nous voulions aborder. Alors, la 5e fois, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, mais vous avez une mission d'éducateur. Vos lecteurs, là, ce ne sont pas seulement des gens qui vous donnent des ordres. Vous pouvez aussi leur suggérer des choses. Finalement, j'ai fini par le convaincre. Il m'a dit, envoyez-nous un de vos collègues, il va faire une entrevue dans Le Soleil. Quelques années après, Le Soleil a suivi et couvert nos activités pendant tout un mois et a accordé une couverture au Cégep Garneau, de même que Radio-Canada. Mais nous n'avons pas pu faire ça sans la direction de l'établissement et particulièrement sans l'ancien directeur général du Cégep Garneau. Et s'il y a quelqu'un à qui on devrait donner un prix pour ce qu'il a fait pour nous, ça devrait être quand même lui, je veux dire Yves Bloin. Je suis reconnaissant, et nous sommes tous reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous. Et le jour où il partait du collège, il m'a dit exactement ceci. Joseph, si je n'ai pas pu faire quelque chose pour que votre activité marche, c'est que je ne le pouvais pas. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais pour que ça marche. D'où l'importance du tempérament des gens avec lesquels on négocie. Par honnêteté intellectuelle, je suis obligé de constater que la direction qui a remplacé Yves Bloin n'a pas eu la même conception, n'a pas eu le même élan vis-à-vis de notre activité. D'où, cette année, par exemple, nous avons décidé l'année dernière d'arrêter, après 15 ans d'activité. Quand nous sommes allés voir notre interlocutrice à la direction du collège pour lui annoncer que nous arrêtions l'activité, elle a dit essentiellement ceci, que de toute façon, ça ne fait plus partie des préoccupations, qu'il y a des préoccupations nouvelles dans l'espace public aujourd'hui, et que ces préoccupations-là
c'est surtout essentiellement l'islam. Oui, c'est ce qu'elle nous a dit. Comme si au fond, et c'est ça le danger, quand je disais que j'étais tenté de me réjouir, comme si au fond, c'est un effet de mode. Comme si au fond, le mois de l'histoire des Noirs, c'est tout simplement une simple histoire de mode. Et nous-mêmes, nous pouvons, indépendamment de cette personne-là, être porteurs des malentendus de la chose. Dans la mesure où, si nous perdons de vue que ce que nous avons à revendiquer d'abord, excusez-moi de revendiquer, c'est mon métier. Alors, donc, c'est l'histoire que nous avons d'abord à revendiquer. Et je me suis aperçu que très rapidement, cette dimension de l'histoire a été souvent évacuée, oblitérée dans les préoccupations publiques chaque fois qu'il s'agit du mois de l'histoire des Noirs. Au cégep même, on nous disait tantôt mois des Noirs et la dimension historique n'était jamais prise en compte. Or, si nous disons mois de l'histoire des Noirs, c'est que historiquement, on ne nous a jamais reconnus comme ayant une histoire. Sarkozy, l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire, disait-il. Au fond, il y a deux manières de revendiquer et de donner un sens à notre activité. Un, c'est de contester la notion même d'histoire. C'est ce que un grand anthropologue britannique, Jack Goody, dans un grand volume qui s'appelle Le vol de l'histoire, met de l'avant. Qu'au fond, l'histoire elle-même, ça a été un piège pour nous nier l'histoire. Parce que l'histoire a donné naissance à la préhistoire. Et nous sommes en permanence dans cette préhistoire-là. Ensuite, l'histoire a donné naissance à une périodisation du temps. Et dans cette périodisation du temps-là, c'est le point de vue de l'occidental essentiellement qui triomphe. Même les auteurs les plus révolutionnaires, comme Marx par exemple, portent cet occidentalocentrisme en périodisant l'histoire et en n'intégrant pas suffisamment les éléments des autres cultures. À la décharge de Marx, il faut dire quand même qu'il s'est intéressé au mode de production asiatique à un certain moment de sa vie. Donc, nous pouvons dire, c'est la notion même d'histoire qui ne nous intéresse pas. Ce n'est pas cette perspective radicale-là qui m'intéresse, moi. Et ce n'est pas cette perspective radicale-là qui est au cœur de l'initiative, moi, de l'histoire des Noirs. C'est de dire que l'histoire, il est possible de la regarder du point de vue de ceux à qui on a nié ça. Donc, il est possible qu'il y ait une inversion de l'histoire, un peu comme Dick Howard a écrit l'histoire populaire des États-Unis. Un peu comme Bertolt Brecht dit que l'ouvrier qui sait lire pose des questions. Cet ouvrier se demande, quand tel roi a conquis tel empire, est-ce qu'il y avait un cuisinier à côté de lui? Est-ce qu'il y avait des gens qui s'occupaient de sa chambre? Ou bien il n'y avait personne au moment où il a combattu? Il était tout seul. Donc, il s'agissait à nouveau de nous intégrer dans l'histoire, de dire que nous en avons aussi. Et je ne suis pas sûr que nous mettons beaucoup l'accent là-dessus. Non seulement nous ne mettons pas l'accent là-dessus, mais au final, on ne nous parle finalement que de la contribution des Noirs au Québec. Voyez-vous, du mois de l'histoire des Noirs, on est arrivé essentiellement aux Noirs de Québec. Vous ne pouvez pas prendre les gens comme s'ils ne venaient de nulle part et demander tout simplement
qu'on fasse le mois de l'histoire des Noirs du point de vue de l'installation des Noirs au Québec. La ville de Québec, par exemple, il y a eu l'année Senghor à un moment donné. Le ministère des Relations internationales ne croyait pas quand on leur disait qu'au niveau de la ville et au niveau du ministère de l'Immigration, on ne voulait rien entendre de ce qui était hors Québec. Alors, une fonctionnaire du ministère des Relations internationales a appelé la ville et elle m'est revenue en colère parce que la personne à qui elle a parlé lui a dit « Senghor, ça ne fait pas partie de notre mandat. Notre mandat, c'est de parler des Noirs au Québec, essentiellement. Ce piège-là, nous devons faire attention à ça et être ferme là-dessus. L'histoire, c'est l'histoire de nos pays d'abord. Et si nous-mêmes, nous apprenons à faire bon marché de nos pays comme si nous tombions du ciel, comme si nous étions arrivés de nulle part, il vaut mieux fermer la boutique, tout simplement. Alors, donc, c'est la première chose sur laquelle j'aimerais insister. Très rapidement, au sein de l'institution scolaire où nous étions, nous nous sommes battus essentiellement sur l'aspect pédagogique des problèmes. L'aspect pédagogique, parce que ce n'est pas nous qui changerions la situation dans nos pays, ce n'est pas nous qui changerions non plus la situation des Noirs. Il ne faut pas surestimer ce que nous sommes capables de faire. Ce que nous sommes capables de faire dans une institution pédagogique, par exemple, c'est d'ouvrir l'esprit des élèves, de leur demander d'ouvrir les fenêtres pour que l'air entre, pour qu'ils entendent d'autres sons de cloche que les sons de cloche habituels. Et c'est ce que nous avons essayé de faire pendant 15 ans. Nous avons parlé d'Haïti, de différents pays d'Afrique, du Pérou, du Brésil, et les conférenciers sont venus d'un peu partout. Bien sûr, nous n'avons pas oublié le Québec, mais le Québec lui-même s'inscrit dans le monde. Et à quel point on peut être, même du strict point de vue académique, en retard aujourd'hui au Québec par rapport à la conception de l'histoire sur le plan international, c'est que personne ne fait plus aujourd'hui de l'histoire stricto sensu du point de vue national. Le roman national est de plus en plus dépassé du point de vue de l'histoire. Il y a une histoire qu'on appelle connectée. C'est un Indien qui a ce concept-là. Et il y a une histoire mondiale désormais, de telle sorte que même les Français, qui sont nos modèles, commencent par écrire sur l'histoire mondiale de la France, sur l'histoire de la France vue d'ailleurs, ces 2 titres qui sont sortis tout dernièrement. Alors, on me demande, quelle est l'image des Noirs dans la mémoire collective? Au fond, d'un point de vue historique, ce qui manque au Québec, c'est la continuité, puisque les pionniers qui ont fait la Révolution tranquille étaient beaucoup plus ouverts sur les pays d'Afrique, sur les pays antillais, que la génération d'aujourd'hui. Que vous preniez Miron, que vous preniez Aquin, que vous preniez Vallière, ce sont des gens qui se sont intéressés à Senghor, à Fanon, à Césaire, et qui ont nourri leurs propres préoccupations des expériences de ces pays. Mais entre-temps, la continuité s'est coupée. Et si on demande aux générations d'aujourd'hui ce qu'ils connaissent de ces pays-là, même s'ils connaissent Aquin ou Vallière, ils ne répondent que niet. Alors, dernière chose, un de mes collègues, puisque vous voulez savoir quelle est l'image, un de mes collègues est venu me voir il y a une dizaine de jours
il m'a dit, tu viendras faire un exposé sur la démocratie en Afrique dans mon cours. J'ai été un peu surpris, agréablement j'allais dire. J'ai dit pas de problème. Et il m'a dit, tu sais, pour nous, l'Afrique, c'est un grand trou noir. Alors, donc, l'image, c'est ça et rien d'autre. Et l'image, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que derrière l'image, il y a toujours un imaginaire. Et c'est cet imaginaire-là qu'il faut commencer par interroger. Et si nous interrogeons l'imaginaire, on verrait qu'au fond, tant que la situation ne changera pas comme il faut dans nos pays, c'est peine perdue de penser que l'image des Noirs au Québec va changer. D'où la nécessité de tenir les deux bouts. Et Chef et moi, on a souvent discuté là-dessus. Si quelqu'un ici n'est pas démocrate, il ne peut pas l'être dans nos pays. C'est-à-dire que s'il ne prend pas en charge les préoccupations populaires ici, il ne peut pas les prendre en charge en Afrique. Et s'il ne les prend pas en charge en Afrique, il ne peut pas les prendre en charge ici non plus. Puisqu'il y a beaucoup d'Africains qui dénoncent le racisme au Québec. Mais lorsqu'il s'agit de leur propre pays, ils ne reconnaissent pas la citoyenneté ou la nationalité à des gens qui viennent de telle région ou qui appartiennent à telle ethnie. Pour ce qui me concerne, personnellement, je ne m'engagerai que si ces deux conditions-là sont remplies. D'où le retrait relatif que je tiens par rapport à ces initiatives-là. Je veux savoir, au fond, quel regard ceux qui s'organisent ici jettent sur la situation dans nos pays. On ne peut pas être complice des bourgeoisies d'État qui dirigent nos pays et vouloir s'occuper des Noirs au Québec. Ce n'est pas possible. Alors, je vais finir. J'ai été assez critique, mais je vais dire quand même ceci. Une de mes anciennes étudiantes me disait tout dernièrement qu'on a demandé à Jacques Parizeau quelle était la grande qualité des Québécois. Jacques Parizeau a répondu la compassion. On lui a demandé quel est le défaut des Québécois. Jacques Parizeau a répondu la compassion. Alors, cette compassion-là, c'est-à-dire cette capacité de souffrir avec, on ne peut pas dire que chaque fois que nos pays ont été en difficulté, nous n'avons pas senti ça au Québec. Il y a une compassion générale. Maintenant, le travail que nous avons à faire, c'est de faire en sorte que cette compassion-là soit au quotidien, que ce ne soit pas seulement à l'occasion des épreuves que nous avons. Et il dépendra de nous qu'au Québec, les gens apprennent à connaître nos pays et que l'imaginaire qui concerne nos pays, que ce soit les Antilles ou l'Afrique, change. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci.